On va commencer par un paradoxe. Et si le fait d'être, entre guillemets, trop rationnel, trop dans le contrôle, bref, sceptique face à l'hypnose, si c'était en réalité le meilleur atout pour que ça marche? Si résister, au lieu de tout bloquer, pouvait au contraire rendre l'expérience plus efficace? C'est une idée qui prend complètement à contre-pied tous les clichés, oui. On imagine souvent qu'il faut lâcher prise, être un peu passif. Mais l'hypnose thérapeutique moderne, la vraie, a compris quelque chose de fondamental. L'esprit critique, ce n'est pas un ennemi, c'est un partenaire. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a plusieurs documents pour nous guider. Un article qui décortique ce concept de résistance utile, une description de techniques d'induction pour les esprits analytiques, et même un manuel qui retrace toute l'histoire. Notre mission, c'est de comprendre comment cette pratique est devenue une alliée des esprits les plus logiques. Et on va voir que ce n'est pas juste une astuce, hein. Ça repose sur une compréhension de plus en plus fine de notre cerveau. Alors commençons par le début. L'objection numéro 1, celle qu'on entend partout, ça ne marchera pas sur moi, je suis trop dans le contrôle. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond que cette idée est basée sur une image d'Épinal de l'hypnose. L'hypnose de spectacle. L'hypnose thérapeutique, celle qui vient des travaux de Milton Erickson, ça n'a rien à voir. Ce n'est ni du sommeil, ni une perte de contrôle. C'est un état d'hyperconcentration, une attention focalisée très active. Un état qu'on vit tous les jours en fait, sans forcément mettre ce mot dessus. Absolument. C'est l'état dans lequel on est quand on est captivé par un film, au point d'oublier ce qui se passe autour, ou en voiture sur un trajet familier, et on arrive en se disant « Tiens, déjà là ?» Pendant ce temps, l'inconscient a géré la conduite. L'attention est juste focalisée ailleurs. D'accord, mais si on ne perd pas le contrôle, elle vient d'où, cette fameuse résistance? Si je suis consciente, je peux m'opposer, non? Bien sûr, et heureusement, cette résistance, c'est un mécanisme de protection. Il est sain, c'est l'esprit logique qui vérifie. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est cohérent avec qui je suis? Vouloir le supprimer, ce serait une erreur. L'approche moderne, elle, ne cherchait pas à forcer la porte. Elle propose de danser avec cette résistance. Attendez, ça me paraît contre-intuitif. Si quelqu'un dit « non, je ne veux pas », comment est-ce que ça peut aider? C'est là qu'on arrive à ce concept fascinant de résistance utile. Un des articles le décrit comme un principe de judo. Au lieu de pousser contre la force qui s'oppose à vous, vous l'utilisez, vous la redirigez. L'élan de méfiance devient un point d'appui. L'énergie de l'opposition devient le carburant du changement. D'accord, l'image est belle, mais concrètement, comment on fait? Comment on transforme un non en autre chose sans manipuler? Justement, le but n'est pas de transformer le non en oui, c'est d'utiliser l'énergie du non. Nos sources décrivent plusieurs dynamiques. La première, c'est de canaliser ce qu'on appelle la réactance. C'est ce réflexe très humain qui nous pousse à faire l'inverse de ce qu'on nous demande. Ah oui, le fameux ne pensez surtout pas à un éléphant rose. C'est exactement ça. Alors, au lieu de combattre ça, le thérapeute va s'en servir. Il va donner une mission à l'esprit critique. Par exemple, surtout, restez bien vigilante, analysez chaque mot que je dis et si quelque chose ne vous convient pas, rejetez-le. Et là, l'esprit analytique est ravi, il a un job. Il est aux anges, et en faisant ce travail, en se concentrant sur chaque mot, chaque sensation, il approfondit l'état hypnotique précisément parce qu'il essaye de le contrôler. Le gardien devient le guide. C'est une logique implacable. On occupe le conscient avec une tâche qu'il adore critiquer, et ça laisse le champ libre. Voilà. Une autre technique, c'est le double lien. On propose une suggestion qui contient un paradoxe. Par exemple, je ne sais pas si vous allez préférer entrer dans cet état de confort maintenant ou dans quelques instants. Et vous pouvez prendre tout votre temps pour décider, tout en restant parfaitement méfiante, bien sûr. Ah oui, là le cerveau logique se met à mouliner. Attends, comment je peux être méfiante et choisir un moment pour être confortable? Et pendant que le conscient est occupé à résoudre ce petit casse-tête, l'inconscient, lui, a reçu le message principal. Tu vas entrer dans un état de confort. On ne demande plus de lâcher prise. On propose de contrôler sa propre entrée dans l'expérience. Le fait de se sentir libre de résister rend paradoxalement tout beaucoup plus acceptable. Ça doit demander des outils assez surprenants. On est loin du « dormez, je le veux ». Ah oui, très loin. On parle de recadrage permissif. Si la personne dit « je n'arrive pas à me détendre », au lieu de la contredire, on peut répondre « c'est excellent ». Observez attentivement comment votre corps s'y prend pour ne pas se détendre. L'objection devient un objet d'exploration. On a aussi les tâches paradoxales, genre « je vais vous demander d'essayer de toutes vos forces de ne pas bouger votre petit doigt ». Et bien sûr, plus on essaie de ne pas y penser, plus on en prend conscience et il finit par bouger presque tout seul. Voilà.
Mais il y a une technique qui pousse cette logique à son paroxysme, c'est l'induction par confusion, l'arme de choix pour les profils hyper analytiques. C'est-à-dire qu'on va volontairement les embrouiller? On va saturer leur esprit conscient, avec un langage vague, des jeux de mots, des phrases qui se contredisent. Le but, c'est de donner tellement de travail à l'analyste interne qui finit par surchauffer et, disons, se mettre en veille. Ils jettent l'éponge, quoi. C'est exactement ça. Il lâche l'affaire. Et à ce moment précis, l'inconscient devient beaucoup plus accessible. J'ai eu un jour un ingénieur en cabinet qui voulait arrêter de fumer. Il analysait tout. Le fauteuil, la lumière, mes mots. J'ai passé 10 minutes à lui parler de la droite qui est à gauche dans un miroir, de ce souvenir d'oublier. À la fin, il a juste soupiré et dit « Ok, stop, vous avez gagné. Mon cerveau est embouillé. On fait quoi maintenant ?» Le travail a pu commencer. C'est fascinant. On a d'ailleurs quelques extraits de scripts de ce type. Ça donne. Et on peut se souvenir de ce dont on doit se souvenir et oublier ce que l'on peut oublier, car il n'est pas important d'oublier ce qui n'est pas nécessaire de se souvenir. On sent la migraine arriver là. Ou encore, 2 et 2 font 4, mais le mot 2 peut aussi vouloir dire aussi, et il n'y a pas deux choses qui soient exactement pareilles. L'esprit analytique s'épuise littéralement à chercher un sens qui se dérobe. Cette approche est vraiment à milieu du cliché de l'hypnotiseur tout-puissant. Comment on est passé de l'un à l'autre? Oh, ça a pris du temps. Notre manuel de formation retrace bien cette histoire. Ça commence à la fin du XVIIIe siècle avec Mesmer et son magnétisme animal. Ah oui, le fameux fluide universel. C'est ça, mais sa théorie a été démolie, Oui, et par des pointures, hein. En 1784, Louis XVI nomme une commission avec, entre autres, Benjamin Franklin et Lavoisier. rien que ça. Oui, leur conclusion est sans appel. Aucune preuve de ce fluide. Par contre, ils disent que les effets, qui sont bien réels, viennent de l'imagination des patients. C'est incroyable. En voulant discréditer une théorie, ils ont ouvert la porte à toute la psychologie moderne. C'est le grand paradoxe. Ils ont invalidé la cause, mais validé l'effet, en l'attribuant au pouvoir de l'esprit. Après, ça évolue. James Braid invente le mot hypnotisme dans les années 1840. Puis en France, l'école de Nancy, avec Liébaud et Bernheim, centre tout sur le pouvoir de la suggestion. Et c'est cette idée qui va être perfectionnée bien plus tard par celui qu'on considère comme le père de l'hypnose moderne. Milton Erickson, un psychiatre américain de génie. Il a tout changé. Pour lui, chaque patient est un monde unique. Fini les suggestions autoritaires. On entre dans la haute couture. Il utilise les métaphores du patient, son langage et, surtout, ses résistances. Pour Erickson, tout ce que la personne amène est un matériau précieux. C'est le fondement de tout ce dont on parle. D'accord, pour l'histoire. Mais à la science d'aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale, est-ce qu'elle peut voir ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'on peut mesurer quelque chose? Mais c'est là que ça devient concret. Les études en IRM fonctionnel montrent des effets physiologiques mesurables, notamment sur la gestion de la douleur. On met une personne dans un scanner, on lui applique un stimulus douloureux, une source de chaleur par exemple. Et on regarde ce qui s'allume dans son cerveau. Exactement. Et ensuite, on lui fait une suggestion hypnotique du type « Vous pouvez sentir la chaleur, mais cette sensation peut devenir plus neutre, moins dérangeante. » D'accord. Et là, on observe un truc stupéfiant. Les zones du cerveau qui traitent l'info sensorielle brute, la localisation, l'intensité, elles restent actives. Le signal arrive toujours. Donc la personne sent toujours que ça chauffe. Oui. Mais l'activité dans une autre région, le cortex singulaire antérieur, diminue de façon spectaculaire. C'est un peu comme si votre cerveau avait deux alarmes. La première, c'est l'informateur neutre, alerte, plaque chaude. La seconde, c'est le centre émotionnel qui hurle et ça fait atrocement mal. L'hypnose ne coupe pas la première alarme, mais elle apprend à baisser le volume de la seconde. On dissocie la sensation de la souffrance. C'est fascinant parce que ça boucle la boucle avec l'histoire. La commission de 1784 parlait d'imagination et là, 250 ans plus tard, on voit comment cette imagination fonctionne. C'est le cerveau qui réorganise ses circuits pour réinterpréter la réalité. C'est une confirmation éclatante. L'hypnose, ce n'est pas un placebo, c'est un apprentissage actif pour le cerveau. Bon, si on essaye de synthétiser, l'idée la plus forte, c'est ce renversement de perspective. La résistance, le doute, l'esprit critique, ce ne sont plus des bugs, mais des fonctionnalités en fait. Pour un esprit analytique, l'hypnose, ce n'est pas un abandon, mais au contraire une manière très active d'utiliser son attention. Absolument. C'est une co-construction. Le thérapeute est un guide qui aide la personne à accéder à ses propres ressources. Finalement, l'hypnose devient une compétence qu'on apprend, une forme de maîtrise de soi.
et non à tour de passe-passe qu'on subit. Ce qui explique pourquoi elle peut être si efficace pour des profils qui, avant, auraient été jugés réfractaires. C'est ça, et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être une question pour la route. On vous écoute? Toutes nos sources le montrent, en jouant sur l'attention et la suggestion, l'hypnose peut modifier notre perception de la douleur, du stress. Si notre expérience de la réalité est à ce point flexible, à ce point malléable dans un cadre thérapeutique, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de notre conscience au quotidien? À quel point notre réalité de tous les jours, celle qu'on tient pour objective, est-elle elle aussi une forme de suggestion puissante qu'on se raconte à soi-même sans même s'en rendre compte?